vivre avec une déficience d'ordre sensoriel, physique, mental et ou social plus ou moins profonde, une incapacité intellectuelle aussi. C'est le fait donc de plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de personnes vivant avec un handicap se trouvent dans les pays en voie de développement. Au Cameroun, la population des personnes vivant avec un handicap est estimée à près de 10%. 26 214 d'entre elles ont été recensés dans le bulletin d'information statistique et sociale du ministère des Affaires sociales de juillet 2024. Malgré l'implication de ces personnes vivant avec un handicap dans des activités d'intérêt général et présente, à en croire l'OMS, les taux les plus élevés de pauvreté. Elles sont plus généralement en mauvaise santé et atteignent des niveaux d'éducation les plus bas. Tenez, par exemple, 90% de personnes vivant avec un handicap sont sous-scolarisées au Cameroun. Des données qui interpellent et forcent la mise en place de mesures adaptées. C'est le cas de l'insertion dans le Code général des impôts, de la décision ministérielle fixant la liste des matériels et des équipements spécialisés pour personnes vivant avec un handicap bénéficiaires, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Autre mesure, notamment l'arrêté du Premier ministre du 19 mai 2022 qui fixe les modalités d'octroi de la dispense d'âge aux personnes en situation de handicap, des concours administratifs et des recrutements à la fonction publique. Comment comprendre donc que malgré des mesures mises en place, la situation des personnes vivant avec un handicap continue de préoccuper? Que faut-il pour davantage améliorer ses conditions de vie? Twilight s'interroge ce soir. Bonsoir et bienvenue. Le panel d'intelligence fleurie et aguerrie est constitué ce soir des personnes vivant avec un handicap et celles directement impactées ou impliquées dans la prise en charge de la réinsertion des personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Une pause et on se retrouve bien installé. Dans le panel ce soir, en présentiel notamment, Thomas Francis Mongo Naben Meyon, il est le président de l'association des personnes vivant avec un handicap. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame la présentatrice, bonsoir madame la journaliste, bonsoir. À vos côtés, Daryl Gabriel Richie, Messi Sengue, enfant de parents vivant avec un handicap. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'accueil. Je pense que vivre avec une personne handicapée, c'est pas du tout chose facile, mais on peut faire avec. Vous allez nous raconter votre quotidien dans quelques instants. Également sur la table de Twilight ce soir en présentiel, Amina Ibrahim, handicapée moteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. Last but not the least, en présentiel, Floréal Serge Adiémé, écrivain, historien, chargé de cours à l'École normale supérieure de Yaoundé. Il est par ailleurs déficient visuel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir honoré cette invitation aussi. Je signale que nous aurons en ligne au cours de cette émission Wada Koudou à Nyoku IPT Bekele. C'est le chef service de la protection de la promotion des droits des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales. Voilà donc pour le panel de Twilight de ce vendredi 2 août 2024. Place au débat à présent. Alors je commence tout de suite avec vous, Daryl Gabriel.
Vous parliez de votre quotidien. En quoi est-ce qu'il se traduit? Quel handicap a votre parent? Ma mère, elle a un handicap des pieds, un handicap moteur. Donc, elle a eu à l'âge de 5 ans, suite à la poliomyélite mal soignée. Cela fait que jusqu'à aujourd'hui, elle craint cette erreur. Oui, pas appeler ça une erreur. Quand j'ai eu connaissance des causes de son handicap, bon, ça m'a un peu choqué puisque à l'époque il n'y avait pas encore de vaccin contre la poliomyélite, donc vraiment je ne sais pas. Et au quotidien, comment vous vivez à la maison? C'est une situation difficile, vous l'avez dit. Non, c'est pas si difficile que ça en fait. Je pense que ma mère, elle s'en sort plutôt bien. Mais vous? Oui, moi aussi, je m'en sors bien, oui. Je dis ça parce que certains de mes camarades, oui, ils ont leur père et leur mère valides et ils ne mangent pas à leur faim, ils n'ont pas d'habits, ils sont tout le temps malades. Et pourtant, moi, je suis en bonne santé grâce à ma mère qui s'occupe seule de moi sans mon père. Oui, c'est ça. Daryl Amina Ibrahim, handicapé moteur, c'est une situation facile à vivre, être handicapé moteur? Être handicapé n'est pas une situation facile, franchement dit. C'est trop difficile à vivre. Chaque jour que Dieu a créé, moi je me demande pourquoi moi. Parce que déjà, l'handicap, déjà ta propre famille ne t'accepte pas. C'est pas facile de vivre avec ça. Quelles sont vos difficultés au quotidien? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Déjà au niveau du logement, de la communauté, du regard, c'est pas facile. Floréal Serge Adiémé, vous êtes écrivain, historien, notamment chargé de cours à l'École normale supérieure de Yaoundé. Peut-être qu'avant de vous introduire, je présente ces quelques ouvrages qui sont les vôtres, l'action sociale religieuse au Cameroun, peut-être avec le concours de la régie, cette image-là, des livres de l'auteur Floréal Serge Adiémé, l'action sociale religieuse au Cameroun. Où sont passés les ravisseurs? Autre ouvrage encore, Miroir du monde, Mon prince charmant et enfin La lionne édentée. C'est dit que vous êtes un écrivain prolixe. Oui, je pense être un écrivain prolixe. Donc j'ai déjà rédigé plusieurs ouvrages, que ce soit en histoire, des ouvrages de fiction et même des articles scientifiques dans le cadre de mon travail. Donc je pense être un écrivain prolixe. Alors, parlons de votre handicap. Vous êtes déficient visuel. Comment est-ce que vous vivez cet état-là? Alors, je peux dire à la base, la déficience visuelle n'est pas une chose facile surtout à accepter, parce que j'ai perdu la vue à l'âge de 11 ans. Donc, au départ, ce n'était pas du tout facile à accepter. On peut savoir la cause si c'est pas... Bon, c'est vrai qu'à la naissance, j'avais déjà une myopie et une cataracte congénitale d'un œil, la myopie de l'autre. Donc lorsque j'ai eu l'âge de 11 ans, j'ai eu un décollement de la rétine. Et c'est comme ça que j'ai complètement perdu la vue. Donc au départ, ce n'était pas facile. Mais je pense avoir eu la chance d'être bien entouré. D'abord par mes parents et mes frères et sœurs, qui m'ont beaucoup soutenu. Donc, quand je dis soutenu, ça veut dire, je prends au niveau scolaire, par exemple, ce sont
d'abord mes parents qui m'aidaient à lire les ouvrages. Donc ils se montraient disponibles lorsqu'il fallait lire les différents ouvrages dont j'avais besoin. Vous voyez que à partir de là, l'accès à la culture n'était plus un problème. Donc c'est ça qui m'a permis d'évoluer normalement. Donc il y a les parents, la famille proche, mais aussi les amis. Parce qu'il faut avouer que dans la société, on rencontre des personnes ouvertes d'esprit qui pensent que malgré votre nécessité, vous avez encore quelque chose à donner au monde. Donc, avec cet esprit positif, j'ai commencé à croire moi-même à mes possibilités. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer dans la vie. Alors, quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Vous en avez? Non, toujours. Ça ne manque pas. Je crois que même si vous posez la question au commun des Camerounais, qui actuellement, ils vous diront qu'ils ont des problèmes. Donc, étant émerger dans cette masse-là, je crois qu'on a des problèmes d'abord au niveau de l'environnement. Vous avez vu comment sont construites nos villes. Nos quartiers ne sont pas bien desservis. Moi, par exemple, j'habite le quartier Ngousso. Parfois, pour entrer dans le quartier, vous avez des routes qui ne sont pas bien tracées, pas bien goudronnées. C'est toujours difficile pour une personne handicapée de se déplacer dans un tel environnement. Maintenant, vous avez, au niveau des relations humaines, parfois des préjugés sociaux négatifs. Par exemple, vous savez que dans certains milieux, les personnes handicapées sont considérées comme des personnes sorcières, des personnes méchantes. Donc, lorsque vous rencontrez certains individus, ils ont ces a priori. Et c'est parfois avec du temps qu'ils peuvent faire tomber ces préjugés et entretenir des rapports, je pourrais dire, plus acceptables avec vous. Donc je peux dire que je peux placer dans ces problèmes au niveau psychologique, au niveau physique aussi. D'accord. Alors, Thomas Francis Mongonaben Meyon, vous êtes le président de l'association des personnes handicapées Asfabis. Et vous-même, vous êtes un handicapé moteur. Oui, bien sûr. Racontez-nous cette situation-là. Vous la vivez comment? Bonsoir encore, une fois de plus. Je suis une personne handicapée qui ne se considère pas comme étant handicapée. C'est parce que moi j'ai compris quelque chose. Il faut savoir arracher. Le pouvoir s'arrache. L'honneur s'arrache. On peut devenir ce qu'on veut. Ne nous disons pas, ne nous mettons pas en tête que malgré, entre guillemets, être handicapé, c'est un blocus. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est ce que moi j'ai dans ma tête. Moi, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Chaque personne sur la terre a un handicap. Il faut d'abord le comprendre. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je veux me fier à l'état physique? Ça, c'est rien. Il faut même se servir de cet état pour avoir le flambeau du succès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir. L'État a mis tout à notre disposition. Les droits et autres. Mais vous savez, on ne respecte pas les droits sans être revendiqué. Rien ne peut être respecté sans être revendiqué. C'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai même pas, si vous parlez de moi personnellement, je n'ai pas connu ma mère. Dès que ma mère m'a accouché sur le lit de l'hôpital, elle est morte. Elle est décédée là. Je ne me suis pas dit, bon, je n'ai pas de maman. Le papa est resté, papa avait 4 femmes. Vous savez ce qui se passe avec la polygamie. C'était pas évident, mais aujourd'hui, je me suis dit non, c'est cette situation d'handicap-là qui doit me rendre très fort. Et là, aujourd'hui, je me retrouve en face de vous pour m'exprimer au nom de plus de 70 personnes handicapées. Vous êtes notamment le président, comme je le disais tantôt, de l'association des personnes handicapées. Si tout va pour le mieux pour vous, pour eux, ils ont ce même état d'esprit que vous venez de décrire? Je ne pourrais pas d'abord dire que tout va pour le mieux, parce que je voudrais vous dire ici que la personne à mobilité réduite doit s'accepter. Elle doit, c'est ce que j'ai toujours eu à dire à mes membres, que si vous ne vous acceptez pas, vous n'irez pas loin. Vous allez voir tout le monde comme un démon, en fait. Excusez-moi. Tout le monde qui est en face de vous, sera pour vous comme celui-là qui veut vous faire tomber. Pourtant, il faut d'abord s'accepter. C'est ça le problème. Il faut se dire que oui, bon,
c'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons des solutions pour essayer d'améliorer. Il y a des institutions qui sont disponibles, qui sont là pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est sur le plan des solutions. Oui, mais déjà, quelles sont les difficultés en tant que président qui sont portées à vos oreilles ou sur votre table? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je vis ça. Il y a beaucoup de difficultés en tant que personne à mobilité réduite. Vous ne pouvez pas imaginer, nous qui cherchons les voies et moyens pour nos membres, quand nous arrivons dans certains bureaux, on nous regarde, je ne sais pas, comme si nous étions des gens qui ne devraient pas exister. Je me rappelle, pour ne pas citer ce ministère aujourd'hui, je me suis arrivé à un ministère où je voulais aller contrôler un dossier. Un monsieur m'a regardé, il me dit, il m'a intercepté me disant, monsieur, il n'y a pas d'argent à vous donner ici. C'est ça ce qui fait problème avec l'opinion, tout ce monde que vous voyez. Il y a des personnes les gens devraient comprendre que la personne à mobilité réduite n'est plus comme avant, comme dans le passé où elle se mettait toujours dans les rues et autres. Et c'est ce que nous voulons vraiment changer pour arriver, on n'est pas encore à ce niveau. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faudra avoir le temps des propositions et des résolutions. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite de mettre le cap sur le ministère des Affaires sociales. Là-bas, on va tenter d'entrer en contact notamment en ligne avec Wadakuku Njoku IPT Bikele. Elle est chef de service de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Bonsoir, madame le directeur. Merci de nous faire cet honneur sur Twilight. Bonsoir et merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur cette importante problématique qu'est l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées. Le plaisir est partagé, madame le directeur. Alors, dites-nous tout de suite, est-ce que la condition ou alors les conditions de vie des personnes handicapées préoccupent-elles le ministère des Affaires sociales? Bien évidemment que les conditions de vie des personnes handicapées préoccupent le ministère des Affaires sociales qui, au premier chef, est responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en ce qui concerne la protection et la promotion des personnes handicapées. Et cela se traduit par les actions, les initiatives déployées au quotidien pour assurer aux personnes handicapées un cadre de vie épanouissant où elles se sentent protégées, où elles se sentent impliquées et elles se sentent consultées en ce qui concerne leurs problèmes, mais aussi tous les aspects de la société. C'est vrai qu'il convient de rappeler que la prise en charge des personnes handicapées reste une question essentiellement transversale qui interpelle tous les autres secteurs. Alors, dites-nous, madame Bekele, quels sont les freins, notamment observés dans la prise en charge de ces personnes vivant avec un handicap au Cameroun, notamment, des freins que vous avez observés par vous-même ou qui vous ont été rapportés? Quels sont ces freins-là? En ce qui concerne les freins à leur prise en charge, il en existe plusieurs. Nous pouvons citer les préjugés. Les préjugés qui peuvent découler de nos croyances, de nos traditions, selon lesquelles les personnes handicapées, c'est une malédiction, c'est un totem, c'est une personne inutile ou dont on doit s'occuper toute la vie. Comme autre frein, nous avons les ressources financières.
qui sont souvent très limitées, que ce soit au niveau des familles qui sont généralement démunies, que ce soit les ressources budgétaires mises à disposition des différents départements ministériels ou celles qui sont transférées aux communes dans le cadre de la décentralisation. Nous avons le problème d'accessibilité, accessibilité aux édifices publics ou ouverts au public. Le manque des rampes d'accès, les portes qui ne sont pas assez larges, manque d'ascenseurs. Il y a aussi des problèmes au niveau de la communication, l'information. Nous savons qu'il y a certains types de handicaps qui ont des méthodes de communication particulières. Nous pensons aux déficients auditifs et visuels. Et la langue des signes n'est pas assez connue, tout autant que le braille. Nous avons très peu d'interprètes en langue des signes. Donc ça fait vraiment un frein d'inclusion des personnes qui présentent ces déficiences parce qu'elles n'arrivent pas à interagir avec l'autre, avec leur environnement. Comme autre frein, nous pouvons citer le manque d'adhésion de certains acteurs, surtout ceux du secteur privé qui sont caractérisés par la recherche du profit. Je prends un exemple, combien d'agences de transport appliquent la réduction des tarifs au profit des personnes handicapées? Très peu, pour ne pas dire pas vraiment. Au contraire, on surtaxe souvent la personne handicapée, surtout celle qui se déplace avec un fauteuil roulant. On lui demande parfois de payer 2 places. Ça, c'est une double discrimination envers cette personne et c'est un véritable frein. Même chez les personnes handicapées, il y a beaucoup de freins. On va parler du manque d'estime de soi. Généralement, les personnes handicapées pensent qu'elles doivent tout attendre des autres, particulièrement de l'État, pour ne pas dire le ministère des Affaires sociales. Elles se complaisent à se sentir exclues, à se sentir rejetées. Et parfois, elles jouent les rebelles, les indignés. Et aussi, certaines personnes handicapées se complaisent à commander la compassion, la charité, et ce sont vraiment de véritables freins à leur prise en charge. Merci beaucoup, Madame le directeur, Madame Wadakuku Njoku IPT Bikele, chef service de la protection de la promotion des droits des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales. On va vous revenir dans quelques instants, le temps de poursuivre notamment le débat en présentiel. Réaction notamment, Amina Ibrahim, à tout ce que vous venez d'entendre. Après l'intervention de ma soeur, d'un côté la raison, parce que normalement, l'handicap n'est pas quand même un frein. Pour certains qui se disent que je suis handicapé, ma vie est finie, non. Comme elle vient de le dire, nous parfois, nous femmes handicapées, nous sommes plus que parfois certaines femmes entre guillemets valides. Parce qu'on se bat chaque jour au quotidien. Nous avons des potentiels. La femme handicapée, vraiment, c'est une femme brave. Pour celles qui veulent. On fait presque tout, comme les femmes entre guillemets valides. Mon handicap n'est pas un frein pour moi. Ce qui est un frein pour moi, vraiment, c'est le CFA, ce n'est pas mon handicap. Si j'ai tout ce que j'ai, et si j'ai tout ce que je veux, je peux aller plus loin que ça. Floréal Serge Adiemé, réaction aux propos du chef service de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales, elle qui relevait entre autres le manque d'estime de soi, notamment, et puis aussi le manque de communication, le langage des signes. Vous êtes notamment interpellé à ce niveau-là. C'est une difficulté que vous rencontrez au quotidien?
Bon, je crois que quand elle parle du langage des signes, c'est beaucoup plus aux déficients auditifs. Voilà. Parce que le langage des signes, on peut dire c'est leur langue, quoi. Oui, et le braille chez vous? Bon, nous, c'est le braille. Et... Bon, parlant de l'estime de soi, évidemment, c'est vrai. C'est vrai que les personnes handicapées ne croient pas en elles, mais ne croient pas aussi en elles parce que dès l'enfance, leur environnement les éduque dans ce sens. À la base, dans les familles, vous allez voir quand on répartit les tâches, généralement, que ce soit des travaux domestiques, évidemment les parents, peut-être soucieux de préserver l'enfant, vont en faire un être inutile. Qui ne va pas faire la cuisine, qui ne va pas faire le ménage, qui ne va pas faire des sorties. Donc je vois que tous ces éléments vont créer en la personne le doute, le manque d'estime de soi. Donc évidemment, il faudrait que ces personnes participent. C'est évident, elles ne peuvent pas participer à toutes les activités, mais il faudrait quand même que les parents essayent de voir à la base comment faire participer leurs enfants aux différentes activités communautaires. Et je crois que c'est avec ça que ces personnes vont se sentir utiles et peut-être se battre dans la vie, parce qu'on dit la vie d'abord c'est un combat. Et comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Donc, en réalité, la personne handicapée, en dépit de ses limitations fonctionnelles, doit pouvoir se dire qu'elle peut parvenir à certaines choses, mais en se battant comme tout le monde. C'est ça. Alors, au niveau du braille notamment, comment est-ce que vous en sortez? Vous êtes d'ailleurs enseignant? Oui, je suis enseignant. L'écriture braille est une écriture spécifique pour les déficients visuels. Nous avons quand même des centres pour personnes handicapées. C'est vrai, au niveau de la ville de Yaoundé, on a plusieurs institutions qui apprennent le braille et qui servent d'appui aux élèves déficients visuels. Par exemple, si vous avez un livre écrit en écriture ordinaire, vous pouvez vous rendre dans ces centres pour qu'on transcrive le livre en braille. Ce sont des frais supplémentaires? Oui, bien sûr, ce sont des frais supplémentaires. Je prends un exemple. J'avais acheté un livre d'anglais à 15 000 francs et je voulais le transcrire en écriture braille. On m'a demandé 80 000. Vous voyez? Donc, à partir de là, ça devient difficile. Mais il y a d'autres éléments substitutifs. Par exemple, vous pouvez interpeller une tierce personne qui peut lire le livre et vous faites un enregistrement audio. Ou alors vous pouvez scanner l'ouvrage et à partir d'un ordinateur équipé d'un logiciel vocal, vous pouvez lire cet ouvrage. Vous voyez donc, les nouvelles technologies nous offrent plusieurs possibilités d'accès à la lecture. Alors, Monsieur le Président de l'Association des personnes handicapées, Thomas Francis Mongonaben Meyong, vous, notamment, Madame le directeur aux affaires sociales parlait du manque d'adhésion des acteurs du secteur privé. Vous qui êtes handicapé moteur, vous êtes d'avis? Bon, c'est vrai, je peux dire oui, entre guillemets, mais non aussi, parce que je vous assure, aujourd'hui, moi je vous dis en ce qui me concerne, ce qui me concerne, ce que j'ai vécu, c'est pas tous les cris qui sont écoutés. Vous comprenez? Toutes les doléances ne sont pas écoutées. Nous avons à la tête du ministère des Affaires sociales actuellement une dame qui est bien sensible, qui fait son travail, qui met des gens à leur poste pour exécuter le travail qui doit être fait. Maintenant, je vous dis, le budget qu'on octroie au ministère des Affaires sociales n'est pas un budget qui peut vraiment travailler au Cameroun pour les personnes à mobilité réduite.
Il faut regarder, il y a combien de personnes, combien d'associations des personnes à mobilité réduite au Cameroun. Mais quand vous allez dire, par exemple, nous arrivons au ministère, le ministère des Affaires sociales n'a pas d'ascenseur. Le ministère des Affaires sociales n'a pas d'ascenseur. Moi, je suis sur chaise roulante. Là, comme exactement, je voudrais rappeler à monsieur le directeur général de cette institution de se rappeler de ça aussi. C'est très important. C'est les mêmes problèmes que nous avons partout. Nous avons partout l'accessibilité de la personne à mobilité réduite. Laissons la politique des paroles. Allons-y à l'application. Nous avons des problèmes. Et elle est une dame qui connaît le problème des personnes à mobilité réduite. Parce que j'ai toujours eu des séances de travail avec elle. Mais le budget qu'on octroie au ministère des Affaires sociales ne peut pas faire tout cela. Alors, nous qui sommes nous avons des associations, nous devons revendiquer pour que l'État comprenne ce que nous avons comme problème. Parce qu'il y a aussi un problème. Les gens qui doivent revendiquer certaines choses, ce sont ces mêmes gens qui doivent avoir certains postes. Je parlais ici aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention aujourd'hui. Quand vous allez parler des personnes à mobilité réduite, étant donné qu'il n'y a pas quelqu'un à mobilité. Regardez-vous, nous avez fait inviter ici. C'est nous-mêmes qui pourrons parler de nos problèmes. Nous connaissons ce que nous vivons. Mais au Sénat, est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes à mobilité réduite qui sont au Sénat? Vous pouvez me donner les noms, s'il vous plaît, madame? Je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que les sénateurs qu'on a nommés, que le président de la République a nommés, il n'y a pas de personnes à mobilité réduite pour revendiquer la cause des personnes? Mais en Occident, c'est pas ça. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que, à la base, nous puissions être écoutés. Nous puissions être écoutés. Il faudrait, parce que je vous dis, madame le ministre des Affaires sociales elle veut vraiment travailler. Moi, je sais de quoi je parle. Il faudrait qu'on lui donne les possibilités avec le budget qui peut... Regardez, nous avons des difficultés pour arriver à son cabinet. C'est ça le problème primordial ici. Donc, je suis d'accord avec madame le directeur, qu'il faudrait aussi que nous puissions faire des efforts. Nous qui sommes des personnes à mobilité réduite, il faudrait que nous puissions faire, nous puissions nous manifester positivement. Nous ne restons pas toujours à se dire que non, la situation de handicap, nous sommes des handicapés et tout est bloqué. Voilà. On vous a notamment suivi, mais vous avez essayé d'esquiver cette question-là par rapport à ces avantages qui vous sont octroyés par la réglementation et qui ne sont pas notamment appliqués dans certains secteurs, notamment privés, tels que relevait le directeur au ministère des Affaires sociales, la réduction des tarifs. Voilà, c'est une très bonne question. Je vous dis, l'exonération de la douane, là, nous avons ça sur les documents. Depuis que j'ai déposé un dossier pour l'exonération de la douane, pour l'autre association, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, vous arrivez devant une personnalité qui vous dit, il faut l'application de la loi. Hein? Imaginez, on attend l'application. Peut-être ce sont les gens qui nous allons partir, laisser qu'on attende, on applique la loi là, je ne sais pas. Nous avons quelle loi qu'on va appliquer qui attend tellement d'années? L'application, oui. La personne à mobilité réduite a des problèmes. La loi prévoit une prise en charge dans des hôpitaux. Vous comprenez? La loi prévoit une prise en charge dans des hôpitaux. La loi prévoit une prise en charge au secteur routier. Je voulais rencontrer le ministre des Transports pour notre cause. Je salue ici le directeur des Transports routiers, qui est un monsieur qui a été à l'écoute de notre association et qui sait bien ce qu'on s'est dit. Et nous attendons. Parce que là, nous voulons que dans tous les secteurs d'activité, l'inclusion sociale qu'on parle là doit vraiment être appliquée. Il ne faudrait pas qu'on parle des choses pour faire la politique et on doit applaudir. Non, c'est ça que nous voulons. Voilà.
Je vous propose de retourner notamment du côté du ministère des Affaires sociales pour retrouver Madame le directeur Wadakuku Ndjuku Ipete Bikele, qui est chef de service de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Alors, Madame, dites-nous, quels sont les moyens d'accompagnement que le ministère des Affaires sociales met à la disposition des personnes vivant avec un handicap au Cameroun? En ce qui concerne les moyens d'accompagnement mis à disposition des personnes handicapées, nous avons mis ces affaires sociales toute une direction, la direction de la protection sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, qui est chargée de toutes les questions qui concernent l'insertion et la réinsertion des personnes handicapées. Cette direction compte deux sous-directions, la sous-direction de la réadaptation des personnes handicapées et la sous-direction de la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Et ces deux sous-directions comptent plusieurs services qui ont chacun un aspect en ce qui concerne tous les problèmes qui peuvent se dégager dans la prise en charge des dites cibles. Nous avons au niveau déconcentré, nous avons d'abord les délégations régionales dans toutes les régions. Nous avons les délégations départementales et plus proches des cibles, nous avons les unités techniques opérationnelles constituées des centres sociaux que nous trouvons dans les arrondissements. Nous avons des services de l'action sociale auprès des établissements scolaires et universitaires, auprès des hôpitaux, auprès des commissariats et gendarmeries, des juridictions et des établissements pénitentiaires qui peuvent apporter des réponses ponctuelles et, je veux dire, des réponses ponctuelles et immédiates aux problèmes que peuvent rencontrer les personnes handicapées dans l'une ou l'autre situation. Nous avons les communes dans le cadre de la décentralisation qui peuvent apporter aussi leur contribution en ce qui concerne les aides et secours et autres préoccupations des personnes handicapées. Les personnes handicapées aussi peuvent se rapprocher des établissements de réhabilitation ou de formation, qu'elles soient publiques ou privées. Et elles ont aussi la possibilité elles-mêmes de se regrouper en association. Voilà quelques pistes en ce qui concerne les moyens mis à leur disposition pour leur accompagnement. Quelle est la fréquence? La fréquence, nous savons que les heures légales de travail, c'est de 7h30 à 15h30. Donc, il revient à la personne handicapée quand elle a un souci, quand elle a un besoin de se rapprocher de tous ces services que nous avons cités à ces heures légales. Il nous arrive très souvent de faire les heures supplémentaires quand nous voyons que le cas demande que nous y apportons une attention toute particulière. Et les personnes restent très accueillantes, très ouvertes et très patientes. Et comment les personnes vivant avec un handicap peuvent-elles avoir facilement accès à vos services? Quels sont les projets pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées? Le ministère des Affaires sociales est lancé sur plusieurs projets. Nous pouvons citer le projet d'informatisation de la carte nationale d'invalidité. Vous savez que c'est cette pièce qui atteste du handicap d'une personne. Avec l'appui de la délégation générale à la sécurité nationale,
de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. On va vous revenir dans quelques instants. Le temps de poursuivre encore le débat en présentiel sur ce plateau avec vous, notamment Daryl Gabriel Richie, Messi et Sengue. Vous êtes enfant de parents vivant avec un handicap. Vous nous avez parlé du regard social aussi. Alors, dites-nous plutôt, comment est-ce que vous vous en sortez, vous vous débrouillez pour braver tous ces regards de stigmatisation de la société? Vous savez, l'handicap de ma mère est un peu comme une force pour moi. Ça me permet d'aller de l'avant. Donc, ce qui fait que quand j'ai fait un concours, un examen, je pense à elle. Ouais. Je sais que oui, la fierté que ça va lui donner lorsque je vais réussir, oui, c'est un peu ça mon but. Donc c'est elle qui me donne la force de braver les obstacles de ma vie. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Alors on va directement passer à la phase des solutions. Vous le disiez tantôt, notamment Floréal Serge Adiémé, écrivain historien chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il faut déjà notamment commencer par la base, c'est-à-dire montrer à l'enfant qu'il peut et l'impliquer. Oui, effectivement, il faudrait... ça commence à la base, hein. Ça commence à la base dans le cocon familial. Le parent, c'est vrai, parfois le parent doit pouvoir déjà faire le deuil de l'enfant voulu. Vous savez, quand un parent a un enfant, il apporte beaucoup d'espoir sur cet enfant. Et quand il constate que c'est un enfant handicapé, il n'y croit plus trop. Donc il faudrait que le parent accepte cet enfant et privilégie le reste de potentiel qu'il peut avoir et qu'il doit pouvoir exprimer pour qu'il soit quelqu'un lorsqu'il grandira. Donc ça commence à la base. Et maintenant la personne handicapée elle-même doit pouvoir s'accepter. Elle doit pouvoir s'accepter et intégrer que la vie est un combat. Et ne pas, parce qu'un des pièges dans lesquels nous tombons parfois, c'est de se dire, le monde nous en veut, tout le monde est méchant. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Il faut parfois faire sa propre autocritique. Ouais. Essayer de voir comment on peut s'améliorer soi-même et améliorer ses relations. Maintenant, il y a aussi au niveau des pouvoirs publics, je crois qu'il incombe à l'État d'abord d'aménager l'environnement, les infrastructures, de créer une culture qui favorise l'acceptation des personnes handicapées. Une culture, ça veut dire à travers l'éducation, éduquer la société, et être assez pointilleux sur ces agents, parce qu'il faut savoir que à partir des mesures normatives et réglementaires, en réalité, le Cameroun offre beaucoup de possibilités aux personnes handicapées de s'intégrer. Mais parfois, le zèle de certains fonctionnaires fait en sorte que les textes pourtant remarquables ne sont pas appliqués. Vous avez vu, on a dit quoi il y a une dernière augmentation des transports. On a dit que le transport c'est à 350 et les personnes handicapées et étudiants devaient payer 300. Demandez sur ce plateau, parmi nous, est-ce que vous avez déjà rencontré un taximan qui applique cela? Non. Et si vous insistez de payer 300 francs, elle va demander de sortir de son taxi. Donc, c'est pour ça que ce problème est un problème vraiment collectif qui interpelle les familles, la société, les pouvoirs publics. Donc, c'est une action commune. Ça peut pas être une affaire simplement du ministère des Affaires sociales. Donc, si on limite cela au ministère des Affaires sociales, ça reste assez difficile. Mais chaque Camerounais doit se sentir interpellé par la nécessité de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans notre société. Je vous propose de poursuivre notamment ce débat dans quelques instants. C'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, Twilight vous revient juste après. On va à la parole.
Bon retour sur le plateau de Twilight qui se poursuit, notamment sur le thème situation de handicap, l'espoir au-delà de la stigmatisation. Eh bien, place également à un autre pan de cette émission, la question de l'adaptation. La question vous est posée, Madame Amina Ibrahim, handicapé moteur. Aujourd'hui, vous marchez la tête haute dans la société. Vous avez réussi à vous insérer socialement. Qu'est-ce qui vous a valu cette adaptation? C'est grâce à ma défunte mère, paix à son âme. C'est une maman qui ne m'a pas choisi parce que j'étais handicapée. Elle n'a pas fait la différence entre ses enfants valides et moi. D'abord, c'est d'abord la base. Elle n'a pas, puisque d'abord je suis musulman, vu comment les enfants handicapés sont vus dans la communauté musulmane. Nous sommes comme les enfants à rejeter ou à cacher. Bon, ma maman n'a pas pris ça en considération. Elle a dit qu'enfant est égal à enfant. Elle m'a envoyé au centre des handicapés, de Tokoubé. Et là-bas, on m'a appris à être ce que je suis aujourd'hui. On m'a montré que l'handicap n'est pas un frein. C'était là où j'ai commencé. J'étais une fille timide. Hein. L'émancipation a commencé au centre. Je suis devenue une fille dégagée, comme vous me voyez là. Parce que là-bas, vraiment, c'est une école. Quand on t'apprend à surmonter ton handicap, il n'y a pas de limite au centre des handicapés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis dans le sport. J'ai arrêté les études en 3e année IH, vu faute de moyens. Je n'ai pas croisé les bras. J'ai été femme au foyer, j'étais femme mariée, divorcée maintenant. J'ai repris mes activités, comme si de rien ne s'était. Parce qu'il fallait que j'ai vu que bon, l'handicap n'est pas un frein, le divorce n'est pas un frein. J'ai mes potentiels, j'ai repris mon sport. J'ai repris mon commerce. C'est comme ça que je me suis lancée. Et j'aimerais aussi lancer un appel à mes soeurs handicapées. Qu'elles doivent aussi être voyantes. C'est que ce que parmi nous, toute femme handicapée en potentiel, c'est à elle de faire connaître son savoir-faire, de développer ça. Parmi nous, il y a les artisans, il y a les coiffeuses, il y a les athlètes. Il y a toute catégorie parmi nos filles. Donc, le problème, c'est que pour celles qui sont encore dans les zones retirées, qu'elles ne se focalisent pas sur son handicap et qu'elles ne pleurent pas vu le regard de la société. Elles doivent être dynamiques. Une femme handicapée est appelée à être dynamique, battante, une lionne, de traverser beaucoup d'étapes. Il faut avoir le cœur. Si on reste qu'on attend des autres, nous n'aurons rien dans la vie. La vie est un combat. Donc, aujourd'hui, quand nous sommes là, nous sommes dans les associations. On s'entraide. À travers la connaissance de l'autre, tu peux devenir quelqu'un. Si nous restons dans les maisons, dans nos coins, on ne peut rien faire. Bon, j'aimerais que certaines de nos filles soient en association. Parce que quand vous êtes dans une association, vous avez la possibilité de marcher tête haute, de montrer vos potentiels, de oser gravir certains échelons. Mais quand vous êtes à la maison seule, ça ne donne pas. Il faut enlever l'idée de l'handicap. Et vous savez, chez la femme, quand une femme handicapée, d'abord tu es femme et tu es handicapée, c'est un grand combat. Et j'aimerais que mes soeurs enlèvent ça dans leur tête, dans leurs esprits, que parce que nous sommes handicapés, on doit se faire piétiner. Non, je refuse ça. Nous ne devons pas être piétinés. Nous devons graver les échelons plus que les hommes. Et comme j'ai plusieurs casquettes, je suis aussi passé par là dans tous les domaines. Je fais le sport. J'ai pratiqué 2 disciplines. Le basket sur fauteuil roulant et la haltérophilie. Donc là-bas, nous sommes... Il n'y a pas tellement de femmes. Vous participez aux compétitions? Oui, d'abord au niveau national. Mais il y a celles qui sont déjà au niveau international. Au PO, il y a celle maintenant qui est en stage. Elle va aller
aux Jeux Olympiques là, dans quelques jours. Il y a aussi une aussi paralympique, oui, il y a aussi, je crois, il y a 4 filles parmi nous. Bon, vous voyez, elles ont dépassé le handicap. L'handicapé ne fait pas quoi? Toute femme handicapée peut faire ce que les femmes entre guillemets valides font, plus qu'elles-mêmes si elles s'y donnent. C'est quoi les difficultés? Et c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre partout. L'accessibilité, le rejet. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Quand je vais quelque part, je m'apprête. C'est selon ton regard vis-à-vis de moi que je te traite. Si tu es impoli, je suis plus impoli que toi. Et si tu es posé, je suis... pas d'être impoli? Non, c'est que le regard, vous savez que quand une femme vient, je ne vous mens pas, quand on te voit, carrément, comme a dit tout à l'heure le président, il n'y a pas l'argent ici pour vous. Ces gens doivent d'abord prendre la peine, on n'office pas l'appel, plutôt l'objet de l'appel. Ils doivent prendre la peine de voir qu'est-ce que la personne handicapée a apporté avant de rejeter. On a beaucoup de difficultés on aimerait que je peux venir, vous pouvez me conseiller. Mais dès qu'une personne met dans sa tête que l'handicapé là est là, franchement, il ne te reçoit pas. Et le but qu'un matin peut devenir aussi handicapé plus grave que moi. Moi, je suis monté mon handicap, donc je m'en fiche que tu es valide ou bien tu es quoi que ce soit. Si je suis devant toi, résoudre mon problème, je quitte. Si tu ne résous pas, moi, c'est comme ça que je réagis et je quitte derrière ça. Si on est capable de résoudre ce problème, et parmi les problèmes à résoudre, notamment Monsieur Thomas Francis Mongona Ben-Meyong, président de l'Association des personnes handicapées, parmi ces problèmes à résoudre, il y a la question de l'insertion sociale par l'affranchissement, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire quelque chose de ses mains. Je suis très content, madame la modératrice, parce que là, vous êtes en train de relayer ce que nous faisons déjà. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, vous ne avez pas trouvé à la maison. On s'est rencontrés quelque part. C'était au Sago, pour le dire. On a fait connaissance avec la CRCV au Sago. C'est pour valoriser la personne à mobilité réduite. La personne à mobilité réduite, je profite de l'occasion pour montrer ceci. Regardez. Ça, c'est un produit fabriqué par la personne à mobilité réduite. C'est du savon. Du savon. Vous imaginez, comme les gens qui marchent sur leurs deux pieds. Mais voilà, voici, on a fait des trucs qui peuvent servir au ménage. C'est comme ça. Nous étions au Sago récemment. Nous étions au Sago, après le Sago au SIAC. Le ministre des petites et moyennes entreprises qui voit d'autres engouements nous a donné un stand. Et là aussi, au Sago, nous avions eu un grand stand, le plus grand stand même du Sago. Pour valoriser, pour mettre en exergue ce que la personne à mobilité réduite sait faire. Et c'est ça. Le problème, c'est que nous faisons déjà cela dans notre association. Nous faisons déjà cela. Je vous assure, il ne reste que... Nous demandons simplement, actuellement, aux gens de venir encourager tout ce qui est fait. C'était que hier, l'ambassadeur de l'Union européenne nous a reçus, oui, à son bureau, avec Amina qui est là. Nous étions là. Bon, c'était de l'encouragement, des félicitations. Nous attendons des choses à venir, mais il faut comprendre que on ne peut rien recevoir étant à la maison. On ne peut rien. Les personnes handicapées ont du potentiel, mais attendez, nous appelons la communauté internationale. Parce que nous savons, comme on disait tantôt ici, que le ministère des Affaires sociales ne peut rien faire. Le ministère ne peut pas tout faire. C'est à vous, la communauté, c'est la société civile à encourager ce que les personnes à mobilité font. Parce que c'est une question de tout le monde. C'est l'inclusion sociale doit être partout, même individuellement. C'est ça. C'est que nous voulons vraiment. Donc, venez. Nous sommes encore ici en studio. Quand nous allons sortir d'ici, venez encourager les produits des personnes à mobilité réduite. Alors, Daryl Gabriel Richie, Messi et Sengue, vous êtes notamment là avec les produits de votre maman. Vous l'accompagnez au quotidien dans ses activités. Oui. Génératrice de revenus. Oui. Elle fabrique ses savons avec tout son amour. Oui. Elle fait dessus les gels de douche, les huiles de cheveux, les baumes de massage, le menthol. Oui, donc,
Parfois, quand elle veut faire du savon, elle m'envoie au marché, aller faire les courses, acheter les produits pour la réalisation de cela. Et on le fait ensemble et ça me fait aussi un plus, puisque j'apprends, elle me forme sans que je ne paye les frais. Oui, c'est un peu ça. Et ça ne vous empêche pas de faire les études. Vous avez d'ailleurs réussi avec succès à votre probatoire cette année. Non, ça ne m'empêche pas. Vous savez, ma mère n'est pas... Félicitations. Merci. Vous savez, ma mère n'est pas parfaite, mais elle est un modèle pour moi. Oui, donc elle accorde du temps à mes études. Parfois, quand je n'ai pas un bouquin, elle me l'achète. Mais ce n'est pas tout le temps facile. Parfois, il n'y a pas d'argent, je suis obligé de faire avec, photocopier les livres de mes camarades. Mais ça ne m'empêche pas de réussir. Donc, je suis fier d'elle. Et comment vous vous organisez au quotidien pour en même temps venir en aide à votre maman, faire vos études avec succès comme c'est le cas en ce moment? Oui, ma maman m'a demandé de faire un emploi de temps de mes études et celui de la maison. Donc, ce qui fait que elle a une copie de celui de la maison et de mes études. Donc, elle sait quand il faut m'envoyer et quand elle doit aller étudier. Oui. Donc, c'est un peu ça. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. J'ai un petit frère qui aussi va composer cette année le DCI, c'est un anglophone. Donc, il m'aide aussi dans les tâches ménagères. Il aide aussi ma maman quand je ne suis pas là. Oui. D'accord, merci pour cette autre réaction. Floréal Serge Adiémé, on parle d'entrepreneuriat là, mais vous avez réussi avec bravo aussi à vous inscrire ou à vous insérer dans le monde de l'emploi. Vous êtes notamment enseignant. Comment est-ce que ça s'est passé? D'où vous êtes venu l'idée de choisir cette profession? Vous n'aviez pas peur des regards des amphis? Alors, je dirais déjà que il faut croire en ses rêves. En réalité, c'est un projet que j'ai commencé à bâtir à l'âge de 14 ans. Ça paraît bizarre. En fait, lorsque j'avais 14 ans, j'avais suivi dans une chaîne internationale, je pourrais citer RFI, la biographie d'un non-voyant égyptien qui enseignait à l'université du Caire, qui était écrivain. Et à cette époque, généralement, les personnes handicapées étaient plus dans des activités telles que la vannerie et tout ça. Je me suis dit, mais ça peut être un métier assez valorisant. Et je me suis dit, je vais faire ce métier. Je me suis renseigné autour de moi, des aînés. Si par exemple je vais être enseignant d'université, qu'est-ce que je dois faire? Je me dis, il faut faire des longues études. Il faut vraiment mettre du sien, être sérieux, beaucoup travailler. Donc, vous voyez, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà ce projet. Et on peut dire, je l'ai réalisé. Donc, je suis enseignant d'université, je suis écrivain. Ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Surtout après l'obtention de la maîtrise, tout autour de moi, dans ma famille, on me disait, mais pourquoi continuer? Je crois que tu as déjà atteint le niveau qu'il faut. Il faut chercher le boulot. Évidemment, je cherchais le boulot parce que ce n'était pas un acquis. Et j'ai eu la chance, lorsque j'étais en thèse, il y a eu un recrutement sur étude des dossiers. Donc j'ai déposé mon dossier comme tout le monde. C'est vrai que c'est après l'acceptation que on a découvert que j'étais non-voyant. Il y a eu des petits bisbilles entre moi, des petits ping-pong entre moi et certaines autorités. Mais finalement, après avoir fait des recherches aussi par Internet, elles ont compris que effectivement c'était possible. Donc c'est comme ça que finalement mon dossier a été validé. Et aujourd'hui, vous exercez sans problème majeur. Oui, bon, il y a toujours des problèmes, notamment l'accès à la documentation, comme je vous l'ai dit. Pour avoir certains documents, je suis obligé de faire appel à des tierces personnes. Par exemple, certains ouvrages, lorsque vous les achetez, il faut qu'on vous les lise. Ou alors qu'on scanne. Parce qu'après le scanning, mon ordinateur ou alors mon téléphone portable équipé de ce logiciel vocal me permet de lire
les différents ouvrages. Vous êtes équipé d'appareils qui vous permettent de travailler aisément. Oui. Ben, c'est ça. D'accord, on va essayer de contacter de nouveau en ligne Madame le chef service de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales. Alors, dites-nous quels sont les projets. Est-ce qu'il y en a des projets pour davantage accompagner les personnes vivant avec un handicap au Cameroun? Madame le chef service, des projets pour davantage accompagner les personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Certainement qu'elle n'est plus en ligne, peut-être des problèmes, des difficultés de connexion. On va clôturer cette émission par un tour de table, notamment monsieur le président de l'Association des personnes handicapées, Thomas Francis Mongonaben Moyon. Un dernier mot pour en sortir votre conclusion. Oui, un dernier mot. Je voudrais féliciter ce qui est fait par le président de la République envers les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire la liberté d'expression d'abord, parce que c'est très important. Si nous n'avions pas cette liberté au Cameroun, nous ne serions même pas ici en train de s'exprimer. C'est très important. Et je voudrais rappeler au président de la République que ces lois que lui-même il a mis concernant les personnes en mobilité réduite ne sont pas totalement respectées. C'est vrai, c'est pas respecté. Nous ne sommes pas satisfaits. Je vous en prie, Monsieur le Président, ces ministres que vous avez mis demandent à l'application. Où nous allons donc trouver ces applications? Indiquez-nous. Nous irons chercher l'application de toutes ces lois-là. Parce que nous sommes bloqués pour avancer. Nous sommes franchement bloqués. Encouragez nos associations pour que nous puissions vraiment faire quelque chose de sérieux. Nous avons des bonnes idées, mais alors, nous ne pouvons pas faire ça seuls si vous n'encouragez pas. Bien sûr que la décentralisation existe, et la décentralisation, elle est bien existante, mais alors, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce que nous sommes combien d'associations des personnes handicapées au Cameroun? Il y a combien? Quand nous arrivons, on dit que le budget, ce qui a été envoyé même, est déjà fini. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous en prie. Intéressez aux personnes à mobilité. Vous êtes entendu. Oui. Vous êtes entendu, Daryl Gabriel. On a plus assez de temps. Il nous reste moins de 3 minutes pour clôturer cette édition. Daryl Gabriel, un mot de conclusion. Je voudrais exhorter mes frères et mes soeurs qui vivent avec un parent handicapé de ne surtout pas rejeter leurs parents. Puisque nous, les enfants des parents handicapés, nous sommes les piliers émotionnels de cela. Oui. Merci beaucoup, Amina Ibrahim. Oui, j'aimerais lancer un appel à toutes mes sœurs qui sont encore dans les maisons, en leur disant que la vie c'est un combat, qu'on ne prend pas notre handicap comme un frein. La femme handicapée a beaucoup de potentiel, c'est à elle de se faire connaître et développer son potentiel. Merci. Floréal Siège Adiémé, écrivain, historien, déficient visuel, votre mot de fin? Alors, je dirais déjà merci pour l'invitation. Et le message que je passerai, c'est à toute la société. Je dirais simplement que la société camerounaise doit comprendre que les personnes, ou alors la personne handicapée, c'est un élément de la nature. C'est la nature qui l'a voulu, donc par conséquent, elle ne doit pas être rejetée, mais on doit simplement trouver les moyens de les rendre utiles. C'est entendu. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus participer à Twilight en présentiel. Merci également à notre invité en ligne, Wada Koukou Andjoko Ipite Bikele, chef service de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales. À vous, merci de nous avoir regardé. Les programmes de CR TV News se poursuivent. Merci aussi à notre équipe technique, nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du vendredi 2 août 2024. Bonne suite de programmes sur CR TV News.